Salut, c'est Pedro Winter, on se retrouve sur Click. Abonnez-vous, commentez et likez. Comment tu vas? Ça va bien? Ouais. Bienvenue, Pedro. Merci. On te reçoit parce qu'à l'aube de tes 50 ans, tu ouvres encore des nouveaux chapitres dans ton histoire avec la musique. On va raconter cette histoire, elle est folle. Les gens te connaissent sous le nom de Pedro Winter. Tu es derrière des groupes comme Daft Punk, Justice, DJ Mehdi, Cassius, Mid, Sébastien, et encore, Breakbot, et encore, ouais. et encore. Tu as commencé en 95 à organiser des soirées. Ton vrai prénom, c'est Pierre, et tu as choisi Pedro pour donner un côté un peu mystérieux. Ouais, c'était un moment, j'avais 20 ans, on faisait nos premiers flyers pour inviter les gens à nos soirées. Et le patron de la boîte me dit « Ouais, mais attends, il faut un peu rendre le truc personnel, c'est toi qui invites les gens ». Et donc un peu sur un coup de tête. Et en même temps, Pedro existait aussi, parce que quand je faisais du skate, c'était un peu un surnom que j'avais. Et c'était aussi lié à des voyages en Amérique du Sud. Mon père travaillait en Amérique du Sud et mon grand frère m'appelait à l'époque déjà Pedro. Donc c'est resté et je trouvais que le contraste Pedro Winter était marquant. Et je dois le dire que c'était pas con, quoi. Aujourd'hui, quand on lit des articles sur toi, tous les 2 ans, il y a les mêmes articles. Le patron de la French Touch, avec les mêmes rétrospectives. Mais pour les gens qui ne le savent pas, c'est quoi la French Touch? Comment la définir? La French Touch, c'est à la fois un courant musical et c'est aussi, pour faire, j'aime bien ce parallèle avec la nouvelle vague, dans le cinéma, c'est un élan culturel collectif, donc c'est plein d'artistes français, évidemment, qui d'un coup ont plus honte, disons, d'une certaine ringardise française dans la musique. En tout cas, on n'existait pas à l'international. Et finalement, tous ces mecs d'une vingtaine, à peine 30 ans d'ailleurs, commencent à faire de la musique ensemble. Donc c'est les débuts aussi des sampleurs, des boîtes à rythme et donc de ce courant musical électronique. Et créent comme ça un élan. Et donc, tu as Laurent Garnier, tu as R, tu as Cassius, tu as Daft Punk, tu as Dimitri from Paris, tu as Étienne de Crécy. Et ils font pas forcément la même musique. Au début, la French Touch était souvent associée à quelque chose de très festif, dansant, disco, filtré, machin et tout. Et finalement, avec le recul, tu te rends compte que c'est plus large que ça, puisque c'est musical, électronique, mais aussi graphique, puisqu'il y a eu des réalisateurs, Michel Gondry, Alex et Martin, Gilles Lelouch, qui à l'époque lui-même faisait des clips. Il y a tous ces voilà, des artistes comme ça qui ont embrassé la culture française et qui ont voulu la faire voyager. Donc la French Touch, c'est ça, quoi. C'est assez vaste quand même. Cette histoire, tu vas la raconter cet été sur France Inter dans une série de podcasts. Oui. Comment est-ce que tu as décidé de faire ça et pourquoi est-ce qu'il faut la raconter, cette histoire? Parce qu'en fait, on parle d'une musique qui a dominé les charts depuis 20-30 ans et qui a finalement peu de narratif. Ouais, parce qu'on est encore en train de vivre l'histoire. Tu sais, raconter des histoires, écrire des livres, tu le fais normalement à la fin d'un cycle. Là, le cycle, ou en tout cas le bouquin, on est toujours en train de l'écrire. Après, ce podcast sur les ondes de France Inter, c'est pas mon initiative, mais je suis ravi d'y participer. Moi, je suis un pion de cette histoire. Je suis peut-être celui qui a traversé, disons, toutes les générations et toutes les modes. Donc, je suis d'une certaine façon celui qui peut le mieux le raconter, ou en tout cas fédérer. Le mot qui revient le plus quand on parle de toi, c'est facilitateur. Ouais, facilitateur, je trouve ça assez marrant. Ou faiseur, moi j'aime bien être dans l'action. Mais donc, pourquoi c'est important de témoigner et pourquoi c'est important aussi de documenter les choses? D'une part, parce qu'on n'est pas éternel, ça c'est quelque chose. Donc c'est bien aussi de raconter les choses. Et surtout, il y a cette envie, je pense, de transmission. Et pour faire aussi un parallèle évident, en tout cas d'en parler avec toi et d'en parler aux auditeurs de Click, c'est le documentaire de DJ Mehdi de Thibaut de Longeville, Made in France, qui a une utilité bien au-delà de notre amour pour le personnage ou pour la musique. Ça a été une tempête. Ça a été un tsunami culturel, ce documentaire, parce que les gens se le sont appropriés. Nous, au début, quand on l'a fait avec Thibaut de Longeville, l'idée, c'était de raconter notre pote, notre meilleur ami. Et en fait, tu te rends compte que ça a dépassé
Et que ça raconte l'histoire de France. Et ça raconte l'histoire. Exactement. C'est ça aussi. C'est que là où ça dépasse aussi le simple cadre des gens qui connaissent à la fois la Mafia Quinfri ou la musique électronique française. Là, les gens se sont dit, mais attends, et surtout les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est qu'on se rend compte, voilà, nous on a 50 ballets aujourd'hui, et tu te dis, mais tiens, c'est bien aussi que des mecs de 20, 25 ans se disent, tiens, il y a un personnage qui nous ressemble, qui est un peu en dehors du cadre, et finalement qui s'inspire à la fois du rap, de l'électro, qui arrive à naviguer comme ça dans des mondes qui sont soi-disant pas compatibles. DJ Mehdi, qui était ton alter ego dans le label Headbanger. Et en fait, Headbanger, c'est un label que tu as monté dans les années 2000. Et la personne qui définit le mieux Headbanger, c'est Romain Gabras. Ah oui. D'un coup, des Français deviennent des énormes stars aux États-Unis. C'était pas arrivé depuis Daft Punk. Et il y avait vraiment un truc de... comme un crew, mais dans de la musique électronique, ce qui n'existait pas vraiment nulle part ailleurs dans le monde. C'est pour ça qu'ils avaient beaucoup de succès, c'est pour ça que les tournées, ça allait de l'Amérique à l'Asie, et que d'un coup, ils s'étaient dit, c'était comme le Wu-Tang, mais dans de la musique électronique, c'est le Wu-Tang Clan des Babtou. J'aime bien cette punchline. Le Wu-Tang Clan des Babtou. Ouais, il nous l'avait déjà fait, celle-là, Romain. Ouais, c'est bien, c'est le côté collectif qui veut ça, et que j'assume totalement. Et bon, le côté bande, voilà, les Beastie Boys avaient leur bande, le Wu-Tang a sa bande, Jay-Z a sa bande. Voilà, moi j'aime bien cette idée aussi de collectif. Après, c'est aussi ça le rôle d'un label, c'est de réunir des gens, des talents plus ou moins différents. Et ce qui est drôle avec Headbanger, c'est que les gens ont l'impression qu'il y a un son Headbanger ou une couleur Headbanger, alors que moi, mon rôle en tant que directeur artistique, c'est de faire un maximum de propositions. Ouais. Justice ne fait pas la même musique que Mehdi, Mr Flash ne fait pas la même musique que Breakboat, et Monsieur Oiseau ne fait certainement pas... Moi, je me rappelle du tout premier site Headbanger avec Gérard Bast. Exactement. On était dans une DA où moi, j'avais l'impression que c'était les choses qui te faisaient kiffer. Ouais, mais toujours aujourd'hui, hein, je t'avoue, c'est très, comment dire, égoïste, j'ai envie de dire ça comme ça, moi, je fais tout pour me faire kiffer. Et après, évidemment, l'idée, c'est pas de me faire kiffer tout seul chez moi, mais c'est effectivement je pense que c'est ça, depuis le début, en tout cas, ma démarche. Et après, d'embarquer un maximum de monde, évidemment, avec moi. Mais on va faire ensemble des allers-retours dans le passé, dans le présent, dans le futur. Comment expliquer le lien entre ce morceau, celui-là, celui-là, jusqu'à arriver sur l'album de The Weeknd en samplant Michael Jackson ici, et une raclette. Tout part de là. Tout part de là, en fait. Tout part d'un kiff. Là aussi, on revient à la bouffe et au plaisir, d'une rencontre voilà, de deux mecs qui ont à peine 25 ans et d'un mec un peu plus vieux qu'eux. Et on dîne ensemble, et Xavier Gaspard de Justice me disent on fait de la musique, on veut te faire écouter. Et ils me font écouter We Are Your Friends, donc le premier morceau, le premier extrait que tu as joué. Sauf que toi, tu n'avais pas le droit de manger de la raclette chez toi. Et moi, à ce moment-là, effectivement, je m'incruste d'une certaine façon à ce dîner, non pas pour rencontrer Justice, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas qu'ils allaient s'appeler Justice, qu'en tout cas, ils ne savaient pas que ça allait devenir leur métier, puisqu'à l'époque, les deux, Xavier et Gaspard, étaient graphistes. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils faisaient les flyers, notamment du Rex Club. Et donc, moi, c'est marrant, parce qu'une fois, Xavier a fait un flyer pour moi, alors qu'on ne se connaissait pas encore plus que ça. Et de fil en aiguille, j'ai senti tout de suite, avec toute retenue possible, jamais j'aurais pu me dire « Ah tiens, Xavier Gaspard, ça va devenir des stars planétaires ». Mais j'ai tout de suite senti effectivement que musicalement, il y avait quelque chose. Et donc, le lendemain, je leur dis « Venez au bureau, je monte un label ». J'avais décidé de monter Headbanger une semaine avant. Et je leur dis « Venez au bureau ». Et dès le départ, de toute façon, notre relation a été particulière, parce qu'on a signé avec notre sang, on a fait vraiment le truc un peu comme des potes, quoi. Ouais. Et ça fait... Comment ça, vous avez signé avec votre sang? On s'est vraiment fait le contrat des cons, que tu te piques avec un trombone et tu signes... comme ça, pour se dire que voilà, c'était effectivement, il y avait de la paperasse, après on a un peu organisé notre business ensemble, mais au début c'était vraiment une relation amicale où eux me faisaient confiance et moi je les embarquais avec moi
Voilà, au bout d'un an, on faisait le tour du monde ensemble. Moi, voilà, eux mixaient, moi je faisais le zozo autour d'eux, je leur ouvrais les portes des clubs du monde entier. Et aujourd'hui, effectivement, les élèves ont dépassé le maître. Et aujourd'hui, ils s'aiment toujours. Vous êtes déjà dit je t'aime? Ça a dû arriver quand on avait vraiment bu, quoi. Vous voulez pas vous dire je t'aime? Peut-être en fin de... Faut qu'on boive un peu. Si vous donnez des trucs à boire, on le fera. Je t'aime, Gaspard. Je t'aime. Non, mais pour de vrai. Moi aussi, je t'aime pour de vrai. Merci. Vous vous dites je t'aime entre vous? Ouais, peut-être pas assez, t'as raison, peut-être pas assez, mais on s'aime réellement parce que, en tout cas, cette confiance qu'on a, c'est ultra précieux, ultra rare. Si tu regardes aujourd'hui de la longévité, en tout cas d'un label ou d'un groupe ou d'une relation comme ça, je crois qu'on n'est pas très nombreux comme ça de gens qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble, tu vois, parce qu'on voyage. Alors, on voyage beaucoup moins maintenant parce qu'on a chacun des activités, des familles, exactement. Mais c'est assez, je pense, mais ça c'est pas à moi de faire l'analyse. Mais que voilà, le label a plus de 22, 23 ans maintenant. Justice a le même âge, parce qu'on a créé à la fois Justice et Edmonger au même moment. Et l'équipe, en tout cas, qui travaille autour de Justice est toujours la même depuis le début, avec nos amis de Because Music, les tourneurs, Corrida et tout ça. Là, on voit ce logo. Ouais, la croix. Comment est-ce qu'il est arrivé et quel a été l'impact de ce logo, en fait? L'impact, ça a été fait avant nous. Hein, si quelqu'un qui a une autre idée, il y a quelqu'un qui a eu l'idée avant nous. Mais d'en faire un logo d'un groupe de techno. Ça, c'est le talent de Xavier et Gaspard. Voilà, comme je te l'ai dit, avant, ils étaient graphistes. En fait, c'est des directeurs artistiques de la vie. Xavier et Gaspard, je le dis souvent. Ils ont un œil ultra aiguisé, un goût ultra pointu, d'une exigence folle, ce qui peut être très, très dur pour nous. Tu vois, comme pour faire des propositions, mais quand ils sont arrivés avec l'idée de la croix, c'était de jouer avec les codes à la fois de la pop culture, George Michael et ses boucles d'oreilles de chrétiens, et l'iconographie du heavy metal. Voilà, des croix qu'on a déjà vues sur des pochettes d'Iron Maiden ou je ne sais quoi. Et eux, ils sont appropriés ça. Ils l'ont remis à leur sauce et se sont dit, tiens, déjà, on veut un nom de groupe qui soit à la fois écoutable en français, en anglais ou je ne sais quoi, Justice. Qui a trouvé le nom? C'est Xavier Gaspard qui a trouvé le nom, ouais. Et la croix, voilà, il fallait un symbole fort. Bon, ils ont tapé dans le symbole le plus fort possible. Mais moi, j'adore cette idée aussi, comme ça, cette constance, de retrouver ça sur la 4 pochettes de l'album. Après, dans le show, aujourd'hui, dans le live, quand tu vois Justice, ça apparaît au début, mais c'est plus aussi fort. Voilà, c'est plus Il y a des gens qui vous ont fait des remontrances sur la croix ou des choses comme ça, des associations? Non, honnêtement, non. On s'est nous-mêmes posé la question des fois, de temps en temps, mais non, il n'y a jamais eu à la fois de discours, anti-clérical, où tu te moques de la religion, parce que ça n'a jamais été le propos, ou à l'inverse, ça peut en gêner certains ou pas, parce que c'est quand même très loin. L'iconographie, c'est une chose, mais encore une fois, dans l'ADN du groupe, dans ce qu'on peut montrer, ça va au-delà. C'est pas que centralisé sur la croix, quoi. Flashback, aujourd'hui, ces derniers jours, tu as posté sur ton compte Instagram une photo qui a fait beaucoup parler avec Pharrell Williams et Tyler, the Creator. Et un artiste headbanger que tu viens de signer. Et Varnish la piscine, exactement. On voit au fond. Alors maintenant, on veut l'explication de cette photo. L'explication, elle est quoi? Elle est multiple, mais ce qu'il faut déjà lire, c'est juste le plaisir de les voir se retrouver en studio. Donc ça, c'était le jour du concert de Tyler à Paris. Varnish, donc un artiste suisse que j'ai signé il y a 2 ans maintenant sur label. On a sorti un seul maxi pour l'instant sur Headbanger. Il y en a un autre qui est en préparation. Et là, c'était une rencontre justement pour écouter un peu de la musique, faire des choses ensemble ou pas, à 2, à 3, à plus. Là, laissons un peu planer un peu le mystère. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui connaissent un peu la musique de Varnish la piscine, Varnish, c'est un peu l'enfant de Tyler et de Pharrell. Tyler étant déjà l'enfant de Pharrell. Donc il y a quelque chose là, il y a un bel arbre généalogique créatif et qui est sous nos yeux. Donc moi, j'étais ravi de prendre cette photo. Et ce qui est génial, voilà, c'est que c'est un jeune producteur
de Genève. Mais ce que dit cette photo aussi, ça dit aussi la magie de Pedro et de Headbanger, c'est-à-dire qu'on a un artiste émergent, 2 superstars internationales, à la cool, dans un tout petit studio, où c'est pas genre le méga gros studio, la méga grosse machine, et c'est humain. C'est humain, c'est ça. Bah, t'as tout résumé. En plus, j'ai appelé Pharrell, je sais pas, quelques jours avant, en lui disant, tiens, il y a Varnish, je viens voir le concert de Tyler, est-ce que tu es là l'après-midi? Il m'a dit, ouais, bien sûr, passe. 14h, bim, bam, boum. Et assez simplement, en fait, effectivement, je ne suis pas fou, hein, je me rends compte que la photo, j'ai vu les retours, j'ai vu tout le monde péter un câble, parce que ceux qui connaissent aussi la musique de Varnish se disent, tiens, enfin la réunion des trois ensemble, des 3 super-héros, quoi. C'est vraiment Marvel, quoi. C'est le Marvel du hip-hop 2030, ça. Et parce que voilà, c'est des mecs qui aiment jouer sur les mélodies, les accords, voilà, bouger un peu les règles du rap et de la pop culture. Mais là, ça se la pète pas. Et ça se la pète pas, non, parce que bah, déjà, Tyler, qui est plutôt un mec un peu marrant. Et ouais, la photo, t'as vu, la pose, elle est vraiment freestyle. Tyler qui grimace. Non, c'était un moment assez magique et j'ai hâte d'en partager plus. Donc il y a eu de la musique? Il y a eu de la musique, bien sûr, il y a eu de la musique. Ouais. Bien sûr qu'il y a eu de la musique. Juste... La musique avant tout. Flashback 20 ans avant, à l'époque, tu t'occupes des Daft Punk, et tu m'attrapes dans la rue, tu me dis, il faut que je te fasse écouter un truc. J'ai eu un remix des Daft par Slum Village et un remix des Nerds, et ça donnait ça. La collaboration avec Pharrell date de très longtemps, en fait. Ouais, moi, je l'ai rencontré en 2001. Donc, ça fait un bail. Il était justement, à ce moment-là, en train, justement, de bosser sur son album Any Hardy, Nerd. Et pour remettre dans le contexte... Bon, 2001, c'était juste avant, mais 2-3 années après, la phrase, elle est connue, c'est que la moitié du top 40 américain est produite par Pharrell et Chad Hugo, par les Neptunes, quoi. Et en fait... mais ça, c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'à l'époque, Pharrell est signé chez Virgin, Daft Punk aussi, et moi, il y a le boss de Virgin US à l'époque qui nous donne le disque. Tiens, il y a un producteur de rap qui a envie de faire un peu autre chose, ça s'appelle Any Hardy. Et je me souviens, avec Thomas Guilman, on tombe amoureux tout de suite de Nerd, on fait la liaison. Ah, mais c'est lui qui a fait Super Tuck de Noriega, c'est lui qui a fait ceci. Ah, il a fait Maze, il a fait ceci. Et tu te rends compte que la sonorité, en tout cas, voilà, la rythmique de Pharrell et de Chad Hugo, les drums étaient folles, sort du lot. Et tu te dis, tiens, OK, ils sont en train de réinventer la pop. Et 2 ans après, ils font Nelly, Justin Timberlake et compagnie. Mais moi, je le rencontre là aussi un peu... au Toupet, je suis à New York avec DJ Mehdi d'ailleurs, et je trouve l'adresse du studio, une bonne connexion, et je frappe à la porte et je rencontre Pharrell, et je lui dis voilà, je m'occupe d'un groupe français, ça s'appelle Daft Punk, donc il connaît pas, et je lui fais écouter, et finalement le meilleur des trucs, c'est que je lui fais écouter Harder, Better, Faster, Stronger, et il tombe de sa chaise, et alors bon, et voilà, et de fil en aiguille... il accepte de remixer. Mais ce qui est génial, c'est qu'il m'en parle souvent en me disant, tiens, 15 ans plus tard, j'ai fait Get Lucky avec Daft Punk. Moi, j'étais pas là à l'époque de Get Lucky, mais à chaque fois, il souligne le truc en disant que... Ce remix, c'était un énorme ça a été l'étincelle de sa rencontre avec Daft Punk, et c'est pour ça que maintenant, on a une amitié réelle, saine et complice, disons. J'aimerais qu'on écoute Pharrell. Our success is defined by all the people who help you, all the people around you. There's an equation for success, and yourself are only one part of it. There's a constellation of like many contributors to my success. You know, I can't make it rain. You know what I mean? When you realize that, that's when you start really enjoying life, because like great things happen and you just know, wow, this is bigger than me. Life is just a movie, and I'm just playing my part. I'm just one person. I'm just like a grain of sand, bro. T'es d'accord avec sa définition? Ouais, bah, il est ultra humble, l'ami Pharrell, là. mais il a raison. Son humilité, elle fait partie de son personnage, mais je pense qu'elle est sincère. Après, encore une fois, comme tu l'imagines, compliqué de se mettre dans ses baskets. Le mec, il est sollicité en permanence.
Mais il est réellement sincère et je le crois quand il dit tout ça. Et on peut se l'appliquer, nous tous, alors chacun à son niveau, mais moi je suis complètement en adéquation avec ce qu'il dit. Et d'ailleurs, moi-même, quand je te dis j'associe toujours les gens. T'as du mal à dire je. Ouais, parce que c'est toujours, tu vois, moi, le succès du label, il vient du succès des artistes, tu vois, et les succès des artistes, il vient de notre travail. Donc effectivement, c'est vaste communicant. Et d'ailleurs, il y a un serpent de mer dans la musique, c'est ton album solo. Tu avais commencé avec Mehdi. Ouais. Il disait à l'époque, je travaille sur l'album de Pedro. Et 10 ans après, 15 ans après. Voilà. On est en retard, c'était 2004. Je crois que l'annonce. Un léger retard, ouais. Je crois que Somi, il avait fait une page de pub, on avait annoncé ça en 2004. Non, mais c'est. Après, moi, j'ai un sampler, comme tous les fans de musique électronique. J'ai voulu comprendre comment on faisait, alors comment on tapait un beat, comment on samplait un disque. Donc très tôt, je me suis acheté ce qu'il fallait. Mais après, tu te rends compte que la vie de musicien ou de producteur, ça prend du temps. Et moi, j'ai d'autres choses à faire. J'ai un label à gérer, des artistes à gérer. Donc j'ai mis un peu de côté ça, mais qui sait, un jour... Aujourd'hui, maintenant, avec un laptop, tu peux faire de la musique dans un avion. Peut-être que je m'y colle, quoi. Tout est possible. Tout est possible. Parmi tes grandes inspirations, il y a les Beastie Boys, Rick Rubin. Ouais. J'aimerais te montrer un extrait d'un documentaire que je kiffe, que je vous recommande, qui est sur Apple TV, sur les Beastie Boys. Oui. J'imagine que tu l'as vu. Bien sûr. Avec un passage... qui est très analogue à la façon dont vous faites de la musique chez Headbangers, c'est-à-dire qu'on est dans une pièce et il y a des gens qui passent et tout peut arriver. Ah. That summer, we begin headlining the Lollapalooza tour. So, we're in Minnesota. We're in this huge field and there's like bonfires off in the distance and people are going crazy. And we go back on for our encore and we play Sabotage. And a sea of people go next level crazy. We come off the stage and we look at each other and we're like, wow, we have our new last song. And to think all of that came from Yauk, just playing a bass line. Now, all of us have been in a room where a friend of yours, just kind of says or does something randomly that seems cool. But when one of those things that doesn't seem like much in the moment becomes something long-lasting and impactful, well, that just doesn't happen that often. Ah, yes. Est-ce que toi, tu as des moments comme ça où tu te retrouves en studio, il y a un copain qui arrive, qui gratte une mélodie, qui est sur un piano, ou quelqu'un qui va faire une voix, et ça devient un hit mondial? J'ai un souvenir qui est marquant, parce que moi, c'était avant de commencer, c'était au tout début de mon aventure avec Daft Punk, c'est que je monte dans le studio quand Thomas Gibbons est en train de faire Around the World. Thomas me fait écouter une petite tournerie de Around the World. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Around the World en répétition. Évidemment, au moment où j'écoute ça, j'ai pas de recul pour me dire ça va devenir dans 2 ans le plus gros tube ever. Voilà. Mais non, je sais pas. Alors, en toute honnêteté, souvent, en tout cas, par exemple, pour prendre l'exemple de Justice, quand je passe en studio écouter, c'est déjà bien avancé. C'est-à-dire que j'arrive plus pour les aider un peu à se dire, tiens, OK, il y a 15 morceaux, on en jette 4. Et ben moi, c'est peut-être de sauver un des 4 en leur disant, attends, vous êtes sûr qu'on voulait jeter celui-ci par-dessus bord? Mais est-ce que là, c'est pas le DJ qui parle en toi? Ça va être le morceau sur lequel on aura envie de danser. Alors, il y a cette casquette-là. Alors après, avec Justice, comme leur musique, elle n'est pas non plus fitée que pour le club. Mais il y a évidemment cette partie-là de mon jugement. Mais non, sinon, après, je t'avoue, j'ai pas de souvenir précis. Si j'ai un souvenir précis qui peut faire mouche et qui peut vous toucher, c'est celui avec Mehdi et Diams, pour le coup, partir sur son premier album. J'en ai rêvé de ma maison avec vue sur la mer. J'en ai rêvé tout comme toi, tout comme eux, on a tous un air d'évasion dans le sang. Ça, c'est un moment réel
moi, en tout cas, qui m'a marqué, parce que la collaboration DJ Mehdi Diams, on est en début des années 2000, et on est à Black Door, un studio qui a malheureusement fermé ses portes aujourd'hui. Jeff Dominguez. Voilà, dans le 9e arrondissement. Et Mehdi me fait écouter Partir. Bon, d'ailleurs, Mélanie était là-bas, parce qu'on a enregistré tout le morceau là-bas. Et Mehdi avait fait des drums, espèce de darbuka. Le darbuka, on l'a gardé, je crois qu'on a gardé, mais il y avait par-dessus ça, il y avait un beat hip-hop. Et moi, je m'amuse juste à muter donc sur la grande table de mixage. Et Mehdi était assez généreux avec ça en disant tiens, amuse-toi un petit peu. Et je mute la partie rythmique du morceau. Et il a gardé le morceau comme ça. Et donc moi, c'est évidemment un souvenir précieux. Et c'est aussi un des morceaux du disque qui avait touché le plus de monde. Donc voilà, évidemment, plus tu passes du temps en studio avec les gens, plus il peut se passer des accidents ou des moments de magie, quoi. C'est quoi pour toi le plus gros tube de l'histoire d'Headbanger? Le morceau qui vous a emmené le plus loin? Eh bien alors, tu sais, c'est marrant que tu me poses cette question. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Je crois que c'est Baby I'm Yours de Breakboat et Irfan, quoi. C'est vraiment le... Après, je suis pas trop dans les chiffres non plus, mais d'après ce que j'ai compris, c'était vraiment notre plus gros... C'est-à-dire que en termes de stream et tout ça, même si effectivement Dance de Justice ou We Are Friends, qui sont des morceaux assez iconiques, quoi. Les gens, ça c'est Justice. Baby I'm Yours, il y a encore cette zone d'ombre où les gens se disent c'est quoi ils n'ont pas encore identifié forcément Breakboat et Irfan, donc on a encore du boulot, d'où l'intérêt d'un 3e album. Ils sont en studio et j'espère qu'ils vont bientôt le finir. Mais ça, The Sun de Mid aussi a été quelque chose, mais ça c'est grâce aussi au réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique, elle nous... Ça a tourné partout, ouais. The Sun, c'était un truc un peu obligatoire. Dès que tu avais une story coucher de soleil ou lever de soleil, tu avais The Sun de Mid. Donc ça a été assez génial. Mais bon, I Love You So de Cassius. Après, on en a effectivement, ce qui est assez génial, c'est qu'on a quelques morceaux comme ça, signature de DJ Mehdi. C'était important pour toi de le jouer au JO, ce morceau? Ouais, c'était un clin d'œil. En fait, quand Victor Lemann m'a appelé pour faire la séquence au JO, tout de suite, je lui ai dit j'aimerais bien quand même faire un medley du label. Parce que on avait des créneaux ultra courts. Hein. Même moi, je me suis un peu battu. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir un double créneau. Ils ont été super sympas avec moi. Mais l'idée, c'était... Alors, à la fois, We Are Your Friends, ouverture, fédérateur, embrasser les gens. On est au JO, une cérémonie de clôture. Et après, les 2 cartouches, à la fois signature de Mehdi, qui est aussi quelque chose... qui est de la musique de stade, moderne, disons, qui accompagne un peu la ferveur des gens. Et I Love You So, qui était là aussi à la fois un clin d'œil à Zdar et à Cassius, et qui est aussi fédérateur, qui était aussi un message. Nous, on est quand même dans les bonnes ondes chez Headbanger. Zdar nous a quittés, sa musique non. Il y a eu plein de moments où Cassius, pareil, a traversé l'histoire de la pop, jusqu'à arriver sur l'album de Jay-Z et Kanye West. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que toi, on te prévient? Comment est-ce que tu gères cette histoire-là? Parce que I Love You So se retrouve sur le plus gros album des deux, quoi, Watch the Throne. C'est le seul album des deux, en fait. C'est le seul album des deux. Je pense pas qu'il y en aura un deuxième. Non, je pense qu'il y en a un qu'on n'a plus du tout envie d'écouter. Voilà. Et... Mais rien, ça arrive, c'est une demande de sample assez basique. Là, c'est même pas la team Jay-Z ou la team Kanye, c'est le label. Donc, je crois que c'était Rocafella ou je sais plus qui c'était, qui nous écrit. Et donc, évidemment, nous, on est contents. Mais après, il y a une rencontre qui s'organise quand même. Au Meurice au Meurice et ensuite à Motorbass, quand même. Parce que... là, c'est plus la team Kanye. Et justement, il y avait Virgile à l'époque, qui, lui, est toujours prêt à faire des ponts. Jay-Z, c'est un peu plus cloisonné. Et justement, la team Kanye, ils sont plus un peu, tiens, et vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter au morceau? Vous voulez pas le mixer? Vous voulez pas tenter quelque chose? Et donc,
Kanye se pointe à moteur basse avec Philippe Hébert qui essayent, eux, de faire un mix. Finalement, c'est reparti de l'autre côté aux US. Mais c'est génial. En tout cas, c'est génial. La boucle est bouclée, quand même, il faut le dire. Cassius, la Funk Mob, Boom Bass et Sdar, avec Solar, leur vie a été de sampler la soul et la funk black américaine. Et c'est génial qu'à leur tour, eux se fassent sampler. Parce que la vie, on a décidé autrement, mais on a eu un moment où Mehdi, Cassius auraient pu être des gros producteurs de rap US. Il y a un moment où il y avait même Drake qui tournait autour. Bien sûr, non, mais tout était... bon, ça, c'est la tragédie de la vie et en même temps ce qu'on maîtrise pas. Mais donc aujourd'hui, on peut refaire tous les plans possibles. Mais effectivement, en tout cas... Ça discutait vraiment, quoi. Ah oui, la route était tracée, disons. Et quand tu vois aujourd'hui la porosité entre la pop et le hip-hop américain et les producteurs électroniques, Hudson Mohawke, Cashmere Cat, Sébastien chez nous, Justice aussi qui produit pour The Weeknd, Geza Felstein pour Lady Gaga. Pour Lady Gaga et compagnie. Tu vois qu'il y a une vraie porosité, il y a un vrai échange, il y a une vraie fascination des ricains pour les producteurs français. Donc, effectivement, Mehdi et Sdar auraient complètement fait partie de cette équipe. Et Mehdi, déjà, tu vois, il était déjà en studio, des fois, à faire des sessions avec Solange Knowles. Il y a des choses comme ça qui étaient... Voilà, Drake, effectivement, il y a eu des échanges qui s'étaient faits. Voilà, bon, le destin en a voulu autrement. Et à nous de continuer à faire briller leur catalogue. Encore une fois, je ne pourrais jamais assez big upper Thibaut de Longeville pour le documentaire, parce que ça a permis aussi, parce que la réalité, malheureusement, des départs d'artistes comme ça, c'est que la musique tombe aux oubliettes. Il faut écrire l'histoire. Il faut faire des piqûres de rappel, il faut la partager, et voilà, il faut mettre la lumière, et c'est pour ça que c'est génial. On va refaire un flashback ensemble avec quelqu'un qui a aussi fait un documentaire sur l'histoire de la techno française, sur la sienne. Personnage très important, c'est Laurent Garnier. Ouais. Et je te conseille son documentaire. Regarde. Quand ça se passe bien, tu oublies tout ce qui se passe à l'extérieur, tu oublies le temps, tu oublies les problèmes. On est ensemble. Vraiment, il y a un espèce de truc qui se crée où moi, avec les gens, ça fait plus qu'un. Et on peut aller pendant des heures et des heures. Le but, c'est d'arriver à un moment où on est tous en phase, tous ensemble. C'est ça qu'il faut chercher. C'est ces moments-là qu'il faut chercher. Parce que ça, je sais que tu les oublies pas. Off the Record, c'est un documentaire de Laurent Garnier où en fait il raconte quelque chose d'assez impressionnant. C'est comment cette culture, cette musique qui était clandestine, qui était faite par des gens qui n'avaient pas de fête pour eux, donc qui prenaient du matériel, qui allaient dans des parkings, dans des terrains, qui étaient même criminalisés. Bien sûr. Ce sont aujourd'hui des gens qui remplissent des festivals, et à quel point ça a été un combat en fait pour en arriver là. Ouais, ça a été un combat. C'est toujours un combat. Alors plus ou moins dur. Maintenant, effectivement, c'est un peu plus accepté, disons, dans nos cultures. Mainstream. Il y a moins les clichés et l'anathème sur la techno. Je pense qu'il y a toujours les clichés, moi. Je pense qu'au contraire, il y a toujours les clichés, musique de drogué, musique de PD. Il y a toujours comme ce petit cliché dont il faut se débarrasser. Mais justement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois là ce documentaire de Laurent Garnier, sa passion, son envie de rassembler. Donc là, c'est une image de Sonar, qui est un festival à Barcelone, voilà, ultra pointu. Mais quand tu vois aussi, et t'entends DJ Snake qui remplit le Stade de France, alors musicalement, c'est des variations, des variantes de la musique électronique assez différentes. Mais moi, je pense qu'au contraire, on est encore plus fort si on lit les deux. Et moi, j'aime bien être un peu ce trait d'union entre ces écoles. Il y a cette envie quand même de réunir du monde, de partager quelque chose. Donc il y a quand même une démarche ultra généreuse dans leur choix. Et dans les deux cas, ça sert la cause.
Moi, c'est ça que je cherche aussi depuis toutes ces années-là, pardon. C'est que ça cherche justement à rendre la musique électronique plus accessible, plus compréhensible. Toi, tu n'as jamais été dans un truc de snobisme. Même si vous avez sorti des morceaux des fois très pointus, il n'y a jamais eu le truc de « Attends, ce qu'on fait, c'est pour que 5 personnes. » Parce que non, tu sais, moi je suis pour la vulgarisation, je suis pour moi je suis pour embarquer les gens, je suis pour alors attention, quand je dis éduquer, pas dans le sens chiant, mais voilà moi j'ai pas de ton professoral, mais l'éducation c'est clé, donc il faut embarquer les gens se méfient en ce moment, tout le monde a peur les uns des autres, et en fait je pense que l'éducation, alors nous, c'est pas de la politique, hein, c'est de la culture. On a un rôle à jouer de faire communiquer les gens. Et en fait, les rêves, les stades, les clubs, eh ben, on réunit des gens. Et il ne faut pas croire que tous les gens qui sont en boîte de nuit votent du même côté. Au contraire. Et justement, la musique sert à ramener les gens. Et c'est pour ça que je fais ce grand écart entre justement le discours de Laurent et parce que le succès de DJ Snake, quand même, au Stade de France, c'est pas rien. C'est pour ça que l'autre jour, tout le monde m'a écrit en me disant « Ah, mais j'étais pas au Stade de France, malheureusement, j'étais pas à Paris. Mais j'ai voulu célébrer quand même DJ Snake. » C'est important. Et parce que je l'ai trouvé, voilà, c'était important, c'était beau. Et je pense que ça va faire du bien. Quand tu vois, justement, quand vous avez commencé dans des hangars en galère, après dans des petits clubs, et que maintenant, c'est des stades avec des effets pyrotechniques dans tous les sens et des choses complètement dingues, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? L'étape d'après, c'est de continuer, de ne pas se renier, et surtout de continuer à être aussi bon dans des petits clubs. Parce que ça aussi, Snake, on le voit comme ça... on le met sur un piédestal, il va jouer que devant 50 000 personnes. Eh ben non, mais c'est même ça, c'est ça son discours. Et c'est un vrai DJ, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai. Moi, c'est ce que j'écris dans mon petit texte. C'est un bedroom DJ. C'est-à-dire que c'est un mec qui s'entraînait chez lui, mais qui kiffe toujours mixer. Donc je pense que évidemment, il a dû prendre un plaisir de malade au Stade de France. Mais je pense qu'il prend autant de plaisir à faire une fête pour 200 personnes dans un club avec un bon sound system. Donc la prochaine étape, c'est pas forcément plus gros, c'est de continuer comme ça à être pertinent, être vrai. C'est une culture quand même qui ment pas. Je veux dire que c'est quelque chose. Alors c'est pas un sacerdoce, hein, la musique électronique, mais il y a quelque chose quand même qu'on défend. Voilà, il faut pas c'est pas une musique qu'il faut. Comment je pourrais dire les choses? Brader. Ouais, qu'il faut pas brader, exactement. Donc il y a une philosophie, disons, l'hédonisme, l'ouverture d'esprit, l'avant-gardisme, tenter des choses, être un peu en parallèle de la culture mainstream. Mais bon, l'idée, c'est d'embarquer un maximum de monde. Est-ce que toi, quand tu signes une nouvelle artiste, tu viens de signer une nouvelle artiste qui s'appelle Tatiana, c'est ça? Ouais, bah, c'est une grosse exclue clic, là. On ne l'a même pas encore annoncé. Mouloud, non, mais je suis trop heureux de partager cette nouvelle avec toi. Effectivement, on va annoncer la signature de Tatiana Jane sur Headbanger. Ça fait 2 ans qu'on se côtoie, ça fait pas très longtemps. C'est une jeune artiste franco-camerounaise. Elle est arrivée en France assez tard, d'ailleurs, je ne sais plus exactement, mais elle a grandi au Cameroun et elle a ramené avec elle un bagage culturel assez fort, mais elle est tombée amoureuse de la musique électronique. UK bass, drum and bass, house, techno, donc elle a un spectre musical assez large. Et ça a été un coup de foudre. Je l'ai embarqué avec moi, je l'ai fait mixer à Wheel of Green. J'avais une scène il y a 2 ans et il y avait toute l'équipe Headbanger et j'avais invité Skrillex en surprise. Et je voyais Tatiana juste sur le coin de la scène, comme ça, en train de regarder avec ses grands yeux. Et je l'ai attrapée, je lui ai dit, mais vas-y, viens mixer avec nous, tu vois, sors ta clé USB. Et d'un coup, elle a commencé à mixer. Et puis il y a Skrillex qui m'a regardé, il m'a dit, mais quoi, c'est qui et tout. Et il y a eu comme ça une énergie folle, un espèce, voilà, de volcan qui s'éveille. Et voilà, on a continué à collaborer. Et puis un jour, elle a commencé à m'envoyer de la musique. Ah, tiens, je bosse sur des trucs. Pas complètement aboutis, jusqu'au jour où elle m'a envoyé des dossiers en me disant « Tiens, là, je fais de la musique électro, je fais un peu de rap, mais j'aime bien séparer les choses. » Et moi, je lui dis « Non, non,
Mélange. Ce qui va être intéressant, c'est le mélange. Et donc, on est en train de préparer ensemble un super maxi qui sortira à la rentrée sur Headbanger, où justement, il y a les 2 facettes de Tatiana Jane. Mais comment, après toutes ces années, tu te dis, il faut que j'ouvre ma boîte mail et que j'écoute ce qu'on m'envoie? Bon, j'écoute toujours. Moi, tu sais, déjà, je suis DJ, donc quand j'ai ma casquette de DJ, j'écoute tous les promos qu'on reçoit pour avoir de la nouveauté pour mixer en club. Ensuite, signer des artistes, effectivement, c'est un autre travail parce que ça met du temps. Les gens ne se rendent pas compte, mais Mid, tu vois, ça fait presque 5 ou 7 ans que toi qu'on travaille l'artiste. Développer un artiste, ça met du temps. Donc, je ne peux pas signer. Headbanger, c'est vraiment une toute petite structure. Mais là, Tatiana, tous les capteurs étaient bons. On a du temps. La campagne Justice se termine à la fin de l'année. Mid va commencer maintenant. Il y a de la place. Il y a Breakboat qui arrive. Il y a Tatiana. Il y a Varnish. Il y a des choses qui arrivent. Moi, je prévois aussi la prochaine année, disons. Et donc, j'écoute. Je suis à l'affût de toutes les musiques. Je cours après aucune tendance. C'est-à-dire que je ne suis pas une girouette. Je ne vais pas, tiens, c'est la mode du dubstep, je vais faire du dubstep. Et je pense que le label a cette couleur unique parce qu'elle est cohérente, en tout cas. Avec les gens qui la font, en tout cas. Bah, c'est ce que j'espère. Mais bon, voilà, un label, ça se renouvelle. C'était important aussi d'enfin accueillir une artiste féminine sur le label. On m'a souvent fait le reproche que j'acceptais. Il y avait Euphie au début. Il y avait Euphie, effectivement, avec qui on a bossé quelques années, mais qui ensuite est parti faire autre chose aux États-Unis. Et voilà, album génial. On va fêter les 15 ans, d'ailleurs, cette année. C'est les 15 ans de Sex, Dreams and Donny Jim, son premier album. Et donc, c'est bien aussi que voilà, quelqu'un d'autre prenne le flambeau. Et Tatiana Jane, à toi de jouer. J'aimerais qu'on revienne sur les Daft Punk. Ça a été ton premier vrai job où tu étais leur manager. Enfin, vous étiez 2. Et toi, tu disais, mon métier, c'était de dire non. Ouais. Bah, ça, c'est un peu une punchline pour simplifier les choses, mais c'était la réalité. C'est un groupe, mais un peu comme, voilà, il y a comme Justice aussi, voilà, très protecteur, très concentré aussi dans son art et dans son œuvre. C'est-à-dire que Daft Punk, il n'y avait pas de place pour collaborer, puisqu'ils étaient... Voilà, là, quand on voit ce clip de Michel Gondry avec Biancali à la chorégraphie, le dessin animé Interstellar, je ne sais pas, ça a mis 2 ans à se faire. Thomas Gaiman, ils allaient au Japon tous les mois. Avec Leiji Matsumoto, créateur d'Albator. Exactement, avec l'équipe de Toei Animation, qui était un des plus gros studios d'animation au Japon. Ça, c'est des projets qui prennent 2 ans. Donc, en fait, pendant 2 ans, c'est simple. Moi, j'étais au bureau et toutes les demandes entrantes, je dis, bah non, ils ne sont pas disponibles, ils n'ont pas... C'est quoi la demande, le nom le plus fou que tu as fait? Où tu as dit, les gars, vous êtes sûrs là qu'on dit non? C'est pas tant, ils ont fait le rendez-vous avec George Michael. Moi, j'aurais adoré, je pense que la rencontre, en plus, malheureusement, George Michael n'est plus là, mais moi, en tant que fan de Wham et de George Michael et de l'icône que peut représenter, et le talent surtout du type, après, ils se sont vus, il y a eu une rencontre, il y a eu un déjeuner. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Après, je sais pas, il y a tous les gens de la pop culture de l'époque. Et Madonna. Björk, Madonna, mais en plus, j'en rate Janet Jackson, tout le monde. Et après, tu sais, il y a des demandes de collaboration, des demandes de remix, des demandes de... Mais ce qui est fou, c'est que c'était une époque aussi différente. C'est-à-dire que quelquefois, j'aimerais bien, peut-être qu'un jour, ça pourrait être un truc à faire, à écrire ou à réaliser avec quelqu'un qui a du temps, mais transposer cette époque-là à l'époque d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le besoin de se montrer... Ce serait impossible. Ben c'est ça. Qu'est-ce que ça donnerait Daft Punk en 2025 ? Est-ce que ça serait possible ou pas ? Est-ce que ça donnerait PNL ? Pas mal. Bonne. Est-ce que ça donnerait PNL ? Ouais, après PNL, ils ont sorti combien d'albums ? 3. Ah, déjà ? Ouais. Ah, ils ont déjà sorti 3 albums, ok. Mais bon, ils sont plus rapides que Daft Punk, je crois, parce que je crois que les Daft, il y avait 5 ou 8 ans entre chaque disque. Mais oui, PNL, c'est un super bon exemple. C'est un bon exemple d'artiste ancré dans son époque, mais qui est à la fois ancré et qui rejette son époque. C'est-à-dire qu'il ne joue pas le jeu des réseaux sociaux, ils ne courent pas après la fame, ils se protègent, ils sont intègres, ils mènent leur barque, ils sont créatifs. Et puis l'autre point commun avec les Daft Punk, c'est la gestion de la carrière. Ouais. C'est d'avoir une gestion active.
Les Daft Punk, c'était pas juste des mecs de studio. Ils avaient une vision. Oui, ils avaient une vision, après, qui était à chaque fois liée à un disque, qui était à chaque fois liée à un projet artistique. En tout cas, même de comment le sortir, quoi. Ça allait beaucoup plus loin. Ah, bien sûr, mais on a la même chose sur Justice. Ça, c'est une fascination de certains artistes pour se dire que, tiens, l'œuvre, elle est globale. Elle est pas, c'est pas que faire de la musique en studio et après, on le livre à la maison de disques et débrouillez-vous pour aller vendre des galettes. Non, le projet, il est global. Et il y a Daft Punk en 2006 et là, il y a Justice en 2025. La tournée mondiale de Justice, le show est aussi impressionnant qu'est le disque, tu vois. Et le succès de Justice aujourd'hui, notamment aux États-Unis, il passe par la scène. C'est-à-dire que les gens voient un concert et ils n'ont jamais vu ça de leur vie, quoi. Est-ce que tu peux me rappeler l'histoire de la pyramide des Daft? Parce que je pense que c'est le show le plus dingue qui a été fait dans l'histoire de la techno, en fait. À l'époque, oui. Aujourd'hui... Moi, j'ai pas vu plus dingue. J'ai rien vu de plus dingue. T'as vu quoi de plus fou? Le Justice en 2025, le show est assez impressionnant. Mais ouais, 2006, la pyramide, c'est génial, parce que Daft Punk n'est pas monté sur scène depuis une dizaine d'années. Et on reçoit cette offre de Coachella, qui est le festival le plus sexy du moment. On est en 2006. Moi, j'ai grandi avec le fantasme Lollapalooza, qui était le festival indépendant américain le plus fou. Et puis d'un coup, il y a un petit festival qui est en train de se pointer comme ça, avec toujours des line-up ultra sexy. Donc c'est la 5e ou 6e édition en 2006. Et d'un coup, Paul Tollett, le patron du label, du festival, nous envoie une proposition pour booker Daft Punk. Et normalement, j'aurais dû dire non. C'était mon job de dire non, désolé, les Daft ne montent pas sur scène. Mais finalement, l'offre était intéressante. Et surtout, c'était Coachella. Donc, j'en parle à Thomas Eggiman. Et finalement, ils se disent tiens, avec le budget, en tout cas l'offre qui était assez impressionnante à l'époque, on parle de 350 000 $. Aujourd'hui, c'est moins. C'est toujours énorme. Aujourd'hui, ils valent 10 fois plus. Voilà. Ou peut-être un peu plus. Ouais, plus, ouais. Et Thomas Eggiman ont l'intelligence de se dire tiens, on va prendre ce budget-là et on va écrire un show en dépensant autant d'argent. Et ils arrivent avec ce dessin de la pyramide, avec les deux robots au milieu. Et donc, c'est la première fois que les gens découvrent comme ça sur scène un truc qui fait 3 mètres de haut, que des LED. Je me souviens, ils avaient loué toutes les LED de la Belgique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de LED. Aujourd'hui, on a des écrans LED partout, même dans ton salon, Mouloud. On a récupéré un bout de la pyramide. Voilà. Non, mais tu veux que je te dise, ça se trouve, il fallait tout ça pour faire la pyramide, il y a 20 ans. Et les Daft présentent ce show, on est en avril 2006, et on est dans la tente au fin fond de Coachella, qui est la tente un peu réservée à la musique électronique, qui n'est pas encore la pièce maîtresse du festival. Et je me souviens, parce que la tente, on pouvait mettre, 15 000 personnes. Et les compteurs, à la fin du show, il y avait 35 ou 40 000 personnes autour de la tente. Les gens n'avaient jamais vu ça. Ça a été un game changer, même dans la façon de faire de la scénographie. Ça a été un game changer pour la musique électronique aux États-Unis, pour Daft Punk, pour la légende Daft Punk, disons, et aussi pour le festival Coachella. Puis d'un coup, qui a eu une lumière de malade. Et l'année d'après, d'un coup, les artistes électroniques se sont retrouvés main stage parce qu'ils se sont rendus compte que la musique électronique ramenait aussi d'un coup 40 000 personnes devant ta scène. Alors après, il fallait être ambitieux. Mais ce qui est bien, c'est que ça a motivé d'une certaine façon tous les artistes électroniques pour arriver avec autre chose que 2 clés USB et 2 platines et un pauvre écran avec 4 projections. Ça a été ça vraiment le turning point, quoi. Qu'on parle de game changer, est-ce que toi, il y a un morceau de musique électronique où tu te dis le jour où j'ai entendu ça, ma vie a changé? Ou si quelqu'un doit écouter de la house music, c'est ça qu'il faut commencer par ça. Wow. Ah, ok, il faut commencer par ça. Ouais, ou celui qui t'a fait twitcher en disant voilà, je veux que ma vie soit ça. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, je sais, c'est souvent lié à Kraftwerk. It's More Fun to Compute, qui est un des premiers morceaux de Kraftwerk que j'ai écouté, qui est très répétitif, très naïf, très ludique, mais qui en dit long sur mon attachement à cette musique. Qu'est-ce que ça a provoqué au Pedro adolescent d'entendre ça, en fait?
Je sais pas, mais alors c'est pas. Alors moi, il y a eu à la fois j'ai eu un double truc parce que je faisais du skateboard, donc j'étais à la fois dans la musique rock, heavy metal, punk et tout ça. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, donc je me suis pris Run DMC, les Beastie Boys, le rap, les débuts de Public Enemy et tout ça. Et après. La musique électronique, mais la musique électronique, elle était liée aussi au rave. Et c'est ça, et en ouvrant les portes de ces endroits et de voir un DJ comme ça niché et 5000 personnes danser comme ça dans des fêtes d'une liberté totale, c'est un tout en fait qui m'a fasciné, d'être aussi un peu en marge, d'être un peu attaché à une certaine forme de culture alternative aussi sans chercher forcément à... Il n'y a pas d'opposition quand je dis ça, mais c'est juste prendre une autre chemin. C'est-à-dire qu'il y a les autoroutes et les routes nationales. On va tous au même endroit, mais tu fais un peu différemment quand tu prends... Cet endroit, en l'occurrence, c'était le club, c'était la nuit. Et il y a un autre nom qui a compté dans ta vie, c'est David Guetta. Ouais. Les Guetta. Ouais, David Guetta en 95. Donc je salue David, tu nous regardes, toi qui regardes Click. Mais oui, David, bien sûr. 95, David, c'est le king de la nuit parisienne à l'époque. Il faisait les plus belles fêtes au Queen, au Bataclan. Moi, je le big up souvent là-dessus et j'oublierai jamais effectivement la main qu'il m'a tendue. Moi, j'ai 20 ans et un jour, j'ai un coup de téléphone. Donc, ah ouais, David Guetta, ok. Et il me dit, tiens, nous, on reprend le Palace et on a une premier étage, un petit club, 200 personnes. On sait que tu fais tes soirées aux Folies, viens les faire chez nous. Donc il me débauche et il a eu raison. Et c'est là-bas que j'organise moi mes premières fêtes. Et effectivement, et d'un coup, il y a Asdar, il y a Bob Sinclair, il y a Daft Punk, il y a Dimitri from Paris, il y a DJ Gregory, il y a toute la house nation parisienne qui se retrouve dans mes soirées. Et ça, effectivement, c'est un lien qu'on a ensemble. On se croise beaucoup moins aujourd'hui puisqu'il est dans des jets privés entre... Las Vegas et je sais pas où. Mais quand on se croise, c'est toujours des bons moments. C'est un parcours qu'on peut que célébrer aussi. Encore une fois, on a chacun nos visions artistiques. Mais je pense que le temps va faire le travail. Quand tu vois Bob Sinclair aujourd'hui, toutes ces a priori qu'on pouvait avoir les uns les autres. Tu sais, c'était quand même des familles. C'était pas des clans, c'était plus des chapelles. Des chapelles. Mais moi, j'aime bien, encore une fois, être celui qui est la passerelle en disant aux intégristes de la techno ou de la house que Bob Sinclair, c'est un personnage, mais que c'est un vrai passionné, il a une vraie culture musicale et c'est un super bon DJ. Et qui a été très important dans l'underground. Qui a assuré, qui a fait des choses avec son label et qu'aujourd'hui encore, tu vois, derrière la caricature des réseaux sociaux, il fait quand même marrer les gens, tu vois. Quand on le voit aujourd'hui mixer avec sa fille, toi maintenant, 50 ans, père de famille, est-ce que tu dis, moi, mes enfants, je les emmènerai aussi en club ? Ouais, alors pas tout de suite, pas tout de suite. Elles sont encore un peu petites, mais ouais, non, mais il y a un truc de transmission. Je comprends. Moi, sa relation père-fille, elle est magnifique. Elle est géniale, elle est bienveillante. Et après, la réalité, c'est que c'est un choix de sa fille. Tu vois, c'est ça aussi que les gens. C'est pas lui qui dit à sa fille, c'est pas lui qui ramène sa fille en boîte de nuit. C'est un choix de sa fille. Donc, mais tu as dit le mot transmission. C'est de la transmission. C'est-à-dire qu'il a partagé sa culture avec sa fille. Exactement. Et encore une fois, avec bienveillance, tu vois. Donc non, le tableau aujourd'hui, il est plutôt là, parce qu'on est en train de faire un espèce de bilan aujourd'hui. Mais c'est se dire que finalement, la scène française, elle est en forme, elle a des fondations solides, elle a des parrains qui aujourd'hui voyagent aux quatre coins du monde. Et il faut se servir de ça. Et donc, je pense que l'intérêt un peu de notre travail de ces 30 dernières années, et je dis notre, que ce soit Snake, Laurent Garnier, Guetta ou la bande d'Headbangers, il faut qu'elle motive un peu et qu'elle inspire les plus jeunes. Et ça, j'y crois à fond. Dans ce que tu fais qui inspire les plus jeunes, il y a aussi ton style de vie. Tu te drogues pas, tu bois pas. Ouais. Il y a quand même une certaine longévité. C'est-à-dire que on a des DJ qui, passés les 30 ans, sont déjà plus tapés que toi. C'est vrai. Ou d'autres qui ont laissé leur vie, carrément. Ouais. Mais bon, encore une fois, moi, il n'y a pas de bon et il n'y a pas de bonne recette, je veux dire. Tu vois, moi, j'en fais pas comment dire, c'est pas un combat. C'est pas un combat. Tu sais, moi, j'ai de la chance d'être
d'être comme ça. Il y en a qui ont besoin d'autre chose, et ça n'en fait pas des moins bons personnages, des moins bons guides, tu vois, ou des gens moins inspirants, au contraire. Mais ouais, non, mais ce qui est génial, c'est de se dire que ça dure. Mais c'est aussi lié à la fête. On nous a souvent fait croire qu'on ne pouvait pas faire la fête si on n'était pas défoncé ou ivre. Mais tout ça, c'est des a priori. On en parlait tout à l'heure, les a priori qui doivent tomber. Ça fait maintenant 40 ans que tu fais la fête. T'es le contraire, t'es l'anti-discours de ça. Ouais. Et ben justement, il fallait du temps. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, on manque du temps. Tout est accessible. Tu vois, on demande à ChatGPT une réponse. Je veux une réponse tout de suite. Nous, et ça revient au début de nos discussions sur pourquoi documenter, pourquoi expliquer, pourquoi éduquer, pourquoi transmettre. Et ben moi, aujourd'hui, c'est un peu ma raison de vivre, disons. Tu vois, j'espère d'une certaine façon avoir prouvé que j'étais passionné par ce que je faisais. Et t'as pas besoin d'être foncé pour être cool, c'est aussi ça que Exactement, bien sûr. Comment tu les vois, les nouveaux arriver ? Avec bienveillance, je les accueille. Moi, je suis que pour rester dans le thème des Jeux Olympiques, je passe le relais. Moi, je suis à fond pour que quelqu'un d'autre continue à écrire le bouquin de la French Touch. Tu vois, moi, c'est une responsabilité que je porte en étant... Mais ce qui fait du bien d'entendre ça, c'est que le c'était mieux avant n'a pas sa place dans la musique. Non, et certainement... Alors, déjà, pas sa place dans nos cultures, et certainement pas dans la musique électronique, puisque la musique électronique, elle se réinvente en permanence, elle s'inspire, elle se détruit, tu vois, elle peut devenir caricaturale. Il y a la musique électronique qui est inaudible, et que, tu vois, moi je ne dis pas que tout le monde est beau et tout le monde est gentil et que j'écoute de tout. Hein. Il y a des choses assez dures, et voilà, il y aura toujours des radicalités dans tous les genres de musique. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est que l'idée de se rénover, de se réinventer, et aussi quand même les croisements. Tu regardes, là, je pense à elle, parce que tout à l'heure, avant de venir, j'écoutais Théodora en me disant, tiens, si Mouloud me dit, tiens, qu'est-ce que tu as dans ta playlist, voilà. Et j'écoutais Théodora, et je trouve pourquoi elle est intéressante, et pourquoi elle sort du lot par rapport un peu à tout ce qui se fait aujourd'hui dans le côté plus R&B français, c'est qu'elle lorgne vers le dance floor. C'est beaucoup plus up-tempo que n'importe quel, que Shai ou Aya Nakamura, quoi, tu vois. Et donc, ces croisements comme ça, du hip-hop, de la musique électronique, de la dance music et tout ça, moi, je rêve de tout ça, quoi. Tu as dit un truc intéressant, c'est des fois de savoir aller à rebours de l'époque. Ouais. Les Daft étaient annonciateurs de l'ère ultra technologique qu'on vit aujourd'hui. Ils avaient un morceau qui s'appelait Technologique. Aujourd'hui, c'est intelligence artificielle. Avec juste un téléphone, maintenant, on peut faire de la musique qui, à l'époque, où il fallait du matériel extrêmement conséquent chez soi. Quand on est arrivé à une maturité technologique, eux, ils ont fait un album instrumental. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais ils ont fait à rebours, quoi. Ah ouais. Et bon, de toute façon, les exemples comme ça. Et là, aujourd'hui, justement, tu parlais de l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est le danger ultime pour les mecs qui aiment produire à la chaîne. Et donc, ça va être justement seuls les artistes. T'as déjà demandé à une IA, fais-moi un morceau à la Headbanger ou pas? Non, j'ai pas fait ça, mais j'ai testé l'IA quand même sur des choses. Alors, mais c'est pour ça qu'il faut pas être en rejet total non plus de la nouvelle technologie. Tu vois, c'était quand l'arrivée des boîtes à rythme, tous les batteurs ont crié au scandale en se disant non, et nous, ils sont toujours là, les batteurs. L'arrivée du sampler, pareil, tout le monde a crié au scandale. Donc, non, et je pense qu'il faut laisser la technologie arriver, l'apprivoiser, et effectivement, il faudra avoir confiance aux artistes, aux créateurs, pour se l'approprier et faire en sorte que ça soit pas un ennemi, mais un outil. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en permanence concerté sur tout. Moi, et j'essaye d'avoir un peu d'humilité, un peu de recul en disant, attendez, on est en train de découvrir l'outil, on ne va pas tout de suite tous lever les boucliers en disant, ça y est, c'est la fin de la musique, c'est la fin de notre société. Non, attendons. Et à nous de dompter l'outil, quoi. L'aide de Children Techno. L'aide de Children Techno, exactement. Comment tu l'as prise, toi, la séparation des Daft? Je l'ai prise, j'étais en voiture avec ma mère. Tu l'as appris comme tout? Non, c'est Thomas qui m'a appelé. Juste avant que l'info sorte. Et j'y croyais pas.
Et après, je l'ai très vite, comme un peu un grand frère, je l'ai accepté. C'est une séparation d'un moment. Donc, il vaut mieux accompagner les gens qui t'annoncent on se sépare plutôt que se mettre à pleurer ou à plomber l'ambiance. Voilà. Et encore une fois, moi, je suis plutôt d'une nature optimiste en me disant regardons, ils ont fait une carrière qui a à peu près 30 ans. Elle est belle. Ils auront laissé une trace indélébile dans nos cœurs. Donc ça ne sert à rien non plus de s'apitoyer. Et encore une fois, la chance qu'on a quand même, c'est qu'ils sont tous les deux bel et bien vivants. Ils feront des choses certainement magnifiques, chacun de leur côté. Peut-être qu'un jour, leur route se recroisera, j'en sais rien. Mais leur musique est toujours là. C'est-à-dire donc il n'y aura pas de nouvelle musique de Daft Punk, mais ça va, ils nous ont laissé un catalogue quand même assez... Et puis Thomas Bangalter a fait des choses magnifiques en musique classique. Thomas fait des choses, Guy-Man fera des choses. Est-ce que demain, Guy-Man sur Travis Scott, magnifique. Voilà. Mais est-ce que demain, si Guy-Man te dit voilà, je vais faire un album solo, il a sa place chez Headbanger? Ah bah oui, bien sûr. Non mais les deux. Non mais ce qui est marrant, ça m'a fait. Thomas, on a sorti un morceau. Il a fait la musique d'un film de Quentin Dupieux, Dali, et c'était génial que nos routes se recroisent. De toute façon, moi, ma vie est liée à tout jamais à leur histoire. Donc le Headbanger est évidemment les bureaux, la porte est ouverte à vie. C'est bien plus... encore une fois, tout ça, c'est lié. Toi, je te parlais de Xavier Gaspard, ma relation avec eux. C'est plus fort que la musique, Bien sûr, bien sûr. T'as écouté des trucs? Non. Non. De Guy-Man? Non plus. Non. Thomas? Non plus. Mais ça bosse. C'est des créateurs. On le sait, quoi. C'est des créateurs. Effectivement, Thomas, on l'a vu avec JR, avec Damien Jallet. Ils font des choses. On l'a entreaperçu avec Lil Nas X. Il y a certainement, Guy-Man avec Travis Scott. J'aime bien la voix qu'il prend, parce qu'il n'ose plus. Ça peut révéler. Mais non, mais il se passe plein de choses. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment, encore une fois, c'est excitant de voir tous ces gros artistes regarder vers la France et être inspirés. Regarde, Travis Scott, il passe ses journées à Paris, on se demande pourquoi. Mais pourquoi? Pourquoi, Mouloud? Je vous le demande. Et The Weeknd, comment vous êtes retrouvés? Et The Weeknd, vous, grand fan de Michael Jackson, à avoir le sample de Thriller pour The Weeknd. Alors, c'est pas vraiment un sample, si tu veux, l'analyse musicale. C'est pas vraiment, c'est une réinterprétation. C'est une réinterprétation d'un groove. Non, c'est pas un sample, hein. Mais effectivement, Rod Temperton a donné son autorisation quand même, parce que c'est du... Techniquement, en tout cas, c'est du publishing. Mais rien, c'est une intention, en fait. Xavier Gaspard de Justice qui parle à The Weeknd. The Weeknd qui leur dit qu'il aimerait un morceau un peu comme ceci, comme cela. Je pense même que The Weeknd a envoyé une démo. En fait, c'est plutôt ça. Il a envoyé une démo à Justice. Et les Justice ont un peu retravaillé à leur sauce la démo, en renvoyant quelque chose de beaucoup mieux à The Weeknd. Et The Weeknd a marché. C'est... comment il s'appelle le morceau Wake Me Up. Quel le meilleur morceau de l'album entre nous. Ouais. Oui, on peut le dire sans problème. J'aimerais qu'avant de se quitter, qu'on parle de Sébastien. On n'a pas beaucoup parlé de Sébastien. Ouais. C'est un artiste majeur qui a fait également de la bande originale de film et qui s'est retrouvé sur Frank Ocean. Ouais. Comment c'est arrivé? Pareil, mais ça, c'est le fruit du hasard et le fait que la musique voyage. On avait sorti sur son premier album qui s'appelait Total. Et c'est arrivé dans les oreilles de Frank Ocean, je ne sais plus comment exactement, je t'avoue. Mais ce qui est génial, c'est que Frank Ocean a eu la bonne idée. Après, tu sais, c'est les producteurs américains, il faut pour aussi un peu démystifier quand même. Là, l'histoire, elle est jolie parce qu'on en parle ensemble, mais pour démystifier, les Américains, c'est un peu à la pêche à la ligne, quoi. C'est-à-dire qu'ils écrivent à 50 producteurs. Souvent, ils font des production camps où ils invitent... des séminaires, exactement, où il y a 10 artistes, il y a 10 studios, et le ricain passe de studio en studio en disant « Ok, j'aime bien ce beat, j'aime bien ça, et hop ». Nous, on n'est pas très friands de ce genre de choses. Mais donc, Sébastien s'est retrouvé en studio avec Frank Ocean. Et je pense que, comme sa personnalité est plus mystique, disons, Sébastien, Frank Ocean a trippé sur lui et il lui a fait un peu plus confiance qu'aux autres. Et ils ont fait de la musique ensemble. Et
Et là, il y a d'autres choses qui arrivent aussi. Sébastien, c'est vraiment un mec de studio. Moi, j'aimerais bien qu'il travaille un peu plus pour lui, mais là, il fait beaucoup de choses pour la mode, pour Saint-Laurent. Il bosse avec Charlotte Gainsbourg, Sébastien Tellier. Il bosse avec plein d'artistes. Mais je peux vous dire qu'il a envie de sortir de la musique. Quand on reprend les photos d'Ed Banger année 2010, on va dire, Ouais. et qu'on se voit maintenant tout ce que tout le monde est devenu, à part ceux qui sont plus là, est-ce que tu aurais imaginé ça? C'est dur parce qu'il faut pas être prétentieux, mais moi je suis confiant au talent des artistes avec lesquels je travaille et leur constance et leur capacité justement, tu vois, à se réinventer, à se renouveler. Je le répète un peu depuis le début, mais c'est le temps qui veut ça. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas d'être assis dans ma chaise et de faire la même musique qu'en 2008, quoi, tu vois. Et donc, la fameuse phrase, tu sais, sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'on fait ça tous les jours, quoi. On essaye, en tout cas, de proposer des choses un peu différentes. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça dure avec les gens. On te rend compte c'était pas qu'un effet de mode, tu sais. Au début, on était Label of the Year en 2006, en 2007. Et à un moment, tu te dis, bon, OK, ça va se calmer. Et là, on est en 2025 et les projecteurs, en tout cas, la lumière est toujours là. Mais c'est aussi peut-être la force du collectif qui veut ça. Donc, c'est aussi, encore une fois, dans l'idée d'expliquer aux plus jeunes, c'est qu'ensemble, ça passe mieux, quoi. Bah, c'est une belle définition d'une clique. On revient à la clique, Mouloud. Putain, tu me le sors de la bouche. Mais c'est ça. Moi, je crois vraiment à la bande, mais encore une fois, c'est pas une bande hermétique, hein, tu vois. Je veux pas non plus, toi, c'est pas un truc corporatiste. Ed Banger, nous, les portes sont ouvertes. Mais c'est les gens, c'est toujours délicat d'en parler soi-même, mais moi, c'est des témoignages que j'ai. Les gens, là, me disent, tiens, on a grandi avec vous, on est trop content que vous soyez toujours là, vous nous faites toujours rêver, vous nous faites voyager, on a vu Justice, on n'avait jamais vu ça de notre vie, ah tiens, Mid, on adore votre nouvelle signature. Et toi, et aussi, c'est ça aussi, c'est que ça met du temps, tu vois. On a sorti Mid en 2017 et il y a des gens qui me disent, ah, la nouvelle signature Mid. Tu vois, donc, c'est bien. Il faut prendre son temps, il faut profiter et kiffer, quoi. Longue vie, Pedro. Merci, Mouloud. Merci. On se revoit dans... Vite. C'était cool. Bon, super, merci. Non, mais...